Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous avec la littérature française ou étrangère. Et donc ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour de la littérature française, car nous allons nous plonger dans l'univers de Charles Baudelaire avec son essai Les paradis artificiels. Donc je suis ravie de vous retrouver pour entamer la lecture de ces paradis artificiels. Quelques mots avant, donc, sur Charles Baudelaire avant de commencer la lecture. Alors Charles Baudelaire est un poète français, né à Paris en 1821 et mort aussi à Paris en 1867, donc très jeune, à l'âge de 46 ans. Il occupe, comme vous le savez sûrement, une place considérable parmi les poètes français, notamment pour le recueil qu'il aura façonné durant toute sa vie, qui s'appelle intitulé Les Fleurs du Mal. Alors tout au long de son œuvre, Charles Baudelaire a voulu détacher la poésie de la morale. Il estime que la poésie, il l'a consacrée au beau et non à la vérité. Et il a aussi largement été reconnu pour son œuvre que je m'apprête donc à entamer avec vous, Les paradis artificiels. Cet essai a donc été publié, lui, en 1860 et nous allons le parcourir ensemble ce soir. Il traite de la relation entre les drogues et la création poétique. Donc en fait, l'ouvrage de Charles Baudelaire, Les paradis artificiels, est structuré en deux parties. La première partie, intitulée Le poème du hashish, est donc un essai sur le hashish où le poète fait part de ses observations sur la prise de drogue par ses amis et lui-même. Et la seconde partie est donc un commentaire du livre Confession d'un mangeur d'opium, anglais de Thomas de Quincey, paru en 1821. Et donc ici, Baudelaire, aussi entre des passages traduits, des commentaires littéraires, philosophiques et aussi biographiques. Donc voilà, donc c'est un livre que j'espère vous allez apprécier, qui nous parle donc des drogues, et j'espère que ça ne va pas vous inciter à en consommer. Et donc avant de commencer la lecture, je voudrais, comme on le dit à chaque fois, vous inciter à réagir sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous faire part donc de vos commentaires, à nous suggérer même des livres que vous aimeriez qu'on lise dans cette émission, donc avec le hashtag VBN. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je commence donc la lecture au paradis artificiel. Ma chère amie, le bon sens nous dit que les choses de la terre n'existent que bien peu, et que la vraie réalité n'est que dans les rêves. Pour digérer le bonheur naturel comme l'artificiel, il faut d'abord avoir le courage de l'avaler, et ceux qui mériteraient peut-être le bonheur sont justement ceux-là à qui la félicité, telle que la conçoivent les mortels, a toujours fait l'effet d'un vomitif. À des esprits niais, il paraîtra singulier et même impertinent qu'un tableau de volupté artificielle soit dédié à une femme, source la plus ordinaire des voluptés les plus naturelles. Toutefois, il est évident que, comme le monde naturel pénètre dans le spirituel, lui sert de pâture et concourt ainsi à opérer cet amalgame indéfinissable que nous nommons notre individualité, la femme est l'être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande lumière dans nos rêves. La femme est fatalement suggestive. Elle vit d'une autre vie que la sienne propre. Elle vit spirituellement dans les imaginations qu'elle hante et qu'elle féconde. Il importe d'ailleurs fort peu que la raison de cette dédicace soit comprise. Est-il même bien nécessaire, pour le contentement de l'auteur, qu'un livre quelconque soit compris, excepté de celui ou de celle pour qui il a été composé ? Pour tout dire enfin, indispensable qu'il ait été écrit pour quelqu'un. J'ai quant à moi si peu de goût pour le monde vivant, que pareil à ces femmes sensibles et désœuvrées qui envoient, dit-on par la poste, leurs confidences à des amis imaginaires, volontiers, je n'écrirai que pour les morts. Mais ce n'est pas à une morte que je dédie ce petit livre. C'est à une qui, quoique malade, est toujours active et vivante en moi, et qui tourne maintenant tous ses égards vers le ciel, ce lieu de toutes les transfigurations. Car tout aussi bien que d'une drogue redoutable, l'être humain jouit de ce privilège
de pouvoir tirer des jouissances nouvelles et subtiles, même de la douleur, de la catastrophe et de la fatalité. Tu verras dans ce tableau un promeneur sombre et solitaire, plongé dans le flot mouvant des multitudes et envoyant son cœur et sa pensée à une électre lointaine qui essuyait naguère son front baigné de sueur et rafraîchissait ses lèvres paracheminées par la fièvre. Et tu devineras la gratitude d'un autre Oreste dont tu as souvent surveillé les cauchemars et de qui tu dissipais, d'une main légère et maternelle, le sommeil épouvantable. Le poème du Hashish. Chapitre 1, le goût de l'infini. Ceux qui savent s'observer eux-mêmes et qui gardent la mémoire de leurs impressions, ceux-là qui ont su, comme Hoffmann, construire leur baromètre spirituel, ont eu parfois à noter, dans l'observatoire de leur pensée, de belles saisons, d'heureuses journées, de délicieuses minutes. Il est des jours où l'homme s'éveille avec un génie jeune et vigoureux. Ses paupières à peine déchargées du sommeil qui les décelait, le monde extérieur s'offre à lui avec un relief puissant, une netteté de contours, une richesse de couleurs admirable. Le monde moral ouvre ses vastes perspectives pleines de clarté naturelle, nouvelle. L'homme gratifié de cette béatitude, malheureusement rare et passagère, se sent à la fois plus artiste et plus juste, plus noble, pour tout dire en un mot. Mais ce qu'il y a de plus singulier dans cet état exceptionnel de l'esprit et des sens, que je puis sans exagération appeler paradisiaque, si je le compare aux lourdes ténèbres de l'existence commune et journalière, c'est qu'il n'a été créé pour aucune cause bien visible et facile à définir. Est-il le résultat d'une bonne hygiène et d'un régime de sages ? Telle est la première explication qui s'offre à l'esprit. Mais nous sommes obligés de reconnaître que souvent cette merveille, cette espèce de prodige, se produit comme si elle était l'effet d'une puissance supérieure et invisible, extérieure à l'homme, après une période où celui-ci a fait abus de ses facultés physiques. Dirons-nous quelle est la récompense de la prière assidue et des ardeurs spirituelles ? Il est certain qu'une élévation constante du désir, une tension des forces spirituelles vers le ciel, serait le régime le plus propre à créer cette santé morale, si éclatante et si glorieuse, mais en vertu de quelle loi absurde se manifeste-t-elle ? Parfois après de coupables orgies de l'imagination, après un abus sophistiqué de la raison, qui est à son usage honnête et raisonnable ce que les tours de dislocation sont à la scène gymnastique. C'est pourquoi je préfère considérer cette condition anormale de l'esprit comme une véritable grâce, comme un miroir magique où l'homme est invité à se voir en beau, c'est-à-dire tel qu'il devrait et pourrait être. Une espèce d'excitation angélique, un rappel à l'ordre sous une forme complimenteuse. De même, une certaine école spiritualiste, qui a ses représentants en Angleterre et en Amérique, considère les phénomènes surnaturels, tels que les apparitions de fantômes, les revenants, etc., comme des manifestations de la volonté divine, attentives à réveiller dans l'esprit de l'homme le souvenir des réalités invisibles. D'ailleurs, cet état charmant et singulier où toutes les forces s'équilibrent, où l'imagination, quoique merveilleusement puissante, n'entraîne pas à sa suite le sens moral dans de périlleuses aventures, où une sensibilité exquise n'est plus torturée par des nerfs malades, ces conseillers ordinaires du crime ou du désespoir, cet état merveilleux, dis-je, n'a pas de symptômes avant-coureurs. Il est aussi imprévu que le fantôme. C'est une espèce de hantise, mais de hantise intermittente, dont nous devrions tirer, si nous étions sages, la certitude d'une existence meilleure et l'espérance d'y atteindre par l'exercice journalier de notre volonté.
Cette acuité de la pensée, cet enthousiasme des sens et de l'esprit ont dû, en tout temps, apparaître à l'homme comme le premier des biens. C'est pourquoi, ne considérant que la volupté immédiate, il a, sans inquiéter de violer les lois de sa constitution, cherché dans la science physique, dans la pharmaceutique, dans les plus grossières liqueurs, dans les parfums les plus subtils, sous tous les climats et dans tous les temps, les moyens de fuir, ne fût-ce que pour quelques heures, son habitacle de fange et, comme dit l'auteur de Lazare, d'emporter le paradis d'un seul coup. Hélas, les vices de l'homme, si pleins d'horreur qu'on les suppose, contiennent la preuve, quand ce ne serait-ce que leur infinie expansion, de son goût de l'infini. Seulement c'est un goût qui se trompe souvent de route. On pourrait prendre dans un sens métaphorique le vulgaire proverbe « tout chemin mène à Rome » et l'appliquer au monde moral. Tout mène à la récompense ou au châtiment, deux formes de l'éternité. L'esprit humain regorge de passion. Il en a à revendre. Pour me servir d'une autre locution triviale, mais ce malheureux esprit, dont la dépravation naturelle est aussi grande que son aptitude soudaine, quasi paradoxale, à la charité et aux vertus les plus ardues, est fécond en paradoxes qui lui permettent d'employer pour le moral le trop-plein de cette passion débordante. Il ne croit jamais se vendre en bloc. Il oublie, dans son infatuation, qu'il se joue à un plus fin et plus fort que lui, et que l'esprit du mal, même quand on ne lui livre qu'un cheveu, ne tarde pas à emporter la tête. Ce Seigneur visible de la nature, visible, je parle de l'homme, a donc voulu créer le paradis par la pharmacie, par les boissons fermentées, semblable à un maniaque qui remplacerait des meubles solides et des jardins véritables, par des décors peints sur toile et montés sur châssis. C'est dans cette dépravation du sens de l'infini que gît, selon moi, la raison de tous les excès coupables. Depuis l'ivresse solitaire et concentrée du littérateur, qui, obligé de chercher dans l'opium un soulagement à une douleur physique, et ayant ainsi découvert une source de jouissance morbide, on a fait peu à peu son unique hygiène, et comme le soleil de sa vie spirituelle, jusqu'à l'ivrognerie la plus répugnante des faubourgs, qui, le cerveau plein de flammes et de gloire, se roule ridiculement dans les ordures de la route. Parmi les drogues les plus propres à créer ce que je nomme l'idéal artificiel, laissant de côté les liqueurs qui poussent vite à la fureur matérielle et terrassent la force spirituelle et les parfums dont l'usage excessif, tout en rendant l'imagination de l'homme plus subtile, épuise graduellement ses forces physiques. Les deux plus énergiques substances, celles dont l'emploi est le plus commode et le plus sous la main, sont le hashish et l'opium. L'analyse de ces effets mystérieux et des jouissances morbides que peuvent engendrer ces drogues, des châtiments inévitables qui résultent de leur usage prolongé, et enfin de l'immortalité, même impliquée dans cette poursuite d'un faux idéal, constitue le sujet de cette étude. Le travail sur l'opium a été fait et d'une manière si éclatante, médicale et poétique à la fois, que je n'oserais rien y ajouter. Je me contenterai donc, dans une autre étude, de donner l'analyse de ce livre incomparable qui n'a jamais été traduit en France dans sa totalité. L'auteur, homme illustre, d'une imagination puissante et exquise, aujourd'hui retiré et silencieux, a osé avec une candeur tragique faire le récit des jouissances et des tortures qu'il a trouvées jadis dans l'opium, et la partie la plus dramatique de son livre est celle où il parle des efforts surhumains de volonté qu'il lui a fallu déployer pour échapper à la damnation à laquelle il s'était imprudemment voué lui-même. Aujourd'hui, je ne parlerai que du hashish et j'en parlerai suivant des renseignements nombreux et minutieux, extraits des notes ou des confidences d'hommes intelligents qui s'y étaient adonnés longtemps
Seulement, je fonderai ces documents variés en sorte de monographie, choisissant une âme facile, d'ailleurs à expliquer et à définir, comme type propre aux expériences de cette nature. Chapitre 2. Qu'est-ce que le hashish ? Les récits de Marco Polo, dont on s'est à tort moqué, comme de quelques autres voyageurs anciens, ont été vérifiés par les savants et méritent notre créance. Je ne raconterai pas après lui comme le vieux de la montagne enfermait, après les avoir enivrés de hashish, d'où hachishien ou assassin, dans un jardin plein de délices, ceux de ses plus jeunes disciples, à qui il voulait donner une idée du paradis. Récompense entrevue, pour ainsi dire, d'une obéissance passive et irréfléchie. Le lecteur peut, relativement à la société secrète des hashishiens, consulter le livre de Monsieur de Hammer et le mémoire de Monsieur Sylvestre de Sacy, contenu dans le tome 16 des mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et relativement à l'étymologie du mot assassin, sa lettre au rédacteur du Moniteur, insérée dans le numéro 359 de l'année 1809. Hérodote raconte que les Scythes amassaient des graines de chanvre sur lesquelles ils jetaient des pierres rougies au feu. C'est pour eux comme un bain de vapeur plus parfumé que celle d'aucune étuve grecque, et la jouissance en était si vive qu'elle leur arrachait des cris de joie. Le hashish, en effet, nous vient de l'Orient. Les propriétés excitantes du chanvre étant bien connues dans l'ancienne Égypte, et l'usage en est très répandu sous différents noms dans l'Inde, dans l'Algérie et dans l'Arabie heureuse. Mais nous avons auprès de nous, sous nos yeux, des exemples curieux de l'ivresse causée par les émanations végétales, sans parler des enfants qui, après avoir joué et s'être roulés dans des amas de luzerne fauchées, éprouvent souvent de singuliers vertiges. On sait que, lorsque se fait la moisson du chanvre, les travailleurs mâles et femelles subissent des effets analogues. On dirait que de la moisson s'élève un miasme qui trouble malicieusement leur cerveau. La tête du moissonneur est pleine de tourbillons, quelquefois chargée de rêveries. À de certains moments, les membres s'affaiblissent et refusent le service. Nous avons entendu parler de crises somnambuliques assez fréquentes chez les paysans russes, dont la cause, dit-on, doit être attribuée à l'usage de l'huile de chenevis dans la préparation des aliments. Qui ne connaît les extravagances des poules qui ont mangé des graines de chenevis et l'enthousiasme fougueux des chevaux que les paysans, dans les noces et les fêtes patronales, préparent à une course au clocher par une ration de chenevis, quelquefois arrosée de vin. Cependant, le chanvre français est impropre à se transformer en hashish, ou du moins, d'après les expériences répétées, impropre à donner une drogue égale en puissance au hashish. Le hashish, ou chanvre indien, Cannabis indica, est une plante de la famille des urticées, ou en tout semblable, sauf qu'elle n'atteint pas la même hauteur au chanvre de nos climats. Il possède des propriétés enivrantes très extraordinaires qui, depuis quelques années, ont attiré en France l'attention des savants et des gens du monde. Il est plus ou moins estimé suivant ses différentes provenances. Celui du Bengale est le plus prisé par les amateurs. Cependant, ceux d'Égypte, de Constantinople, de Perse et d'Algérie jouissent des mêmes propriétés, mais à un degré inférieur. Le hashish, ou l'herbe, c'est-à-dire l'herbe par excellence, comme si les Arabes avaient voulu définir en un mot l'herbe, source de toutes les voluptés immatérielles, porte différents noms suivant sa composition et le mode de préparation qu'il a subi dans le pays où il a été récolté. Dans l'Inde, Bangui, en Afrique, Teriyaki, en Algérie et dans l'Arabie heureuse, Majjoun. Il n'est pas indifférent de le cueillir à toutes les époques de l'année. C'est quand il est en fleur qu'il possède sa plus grande énergie. Les somnités fleuries sont par conséquent les seules parties employées par les différentes préparations dont nous avons à dire quelques mots.
L'extrait gras du hashish, tel que le préparent les Arabes, s'obtient en faisant bouillir les somnités de la plante fraîche dans du beurre avec un peu d'eau. On fait passer après évaporation complète de toute humidité et l'on obtient ainsi une préparation qui a l'apparence d'une pommade de couleur jaune, verdâtre et qui garde une odeur désagréable de hashish et de beurre et de beurrance. Sous cette forme, on l'emploie en petites boulettes de 2 à 4 grammes, mais à cause de son odeur répugnante, qui va croissant avec le temps, les Arabes mettaient l'extrait gras sous la forme de confiture. La plus usitée de ces confitures, le dawamesk, est un mélange d'extra gras, de sucre et de divers aromates tels que vanille, cannelle, pistache, amande, musc. Quelquefois, on y ajoute même un peu de cantharide dans un but qui n'a rien de commun avec le résultat ordinaire du hashish. Sous cette forme nouvelle, le hashish n'a rien de désagréable. Et on peut le prendre à la dose de 15, 20 et 30 grammes, soit enveloppé dans une feuille de pain à chanter, soit dans une tasse de café. Les expériences faites par M. Smith, Gastinel et Descourtives ont eu pour but d'arriver à la découverte du principe actif du hashish. Malgré leurs efforts, sa combinaison chimique est encore peu connue, mais on attribue généralement ses propriétés à une matière résineuse qui s'y trouve en assez bonne dose, dans les proportions de 10% environ. Pour obtenir cette résine, on réduit la plante sèche en poudre grossière et on la lave plusieurs fois avec de l'alcool, que l'on distille ensuite pour le retirer en partie. On fait évaporer jusqu'à consistance d'extrait. On traite cet extrait par l'eau, qui dissout les matières gommeuses étrangères, et la résine reste alors à l'état de pureté. Ce produit est mou d'une couleur verte foncée et possède à un haut degré l'odeur caractéristique du hashish. 5, 10, 15 centigrammes suffisent pour produire des effets surprenants. Mais la hashishine, qui peut s'administrer sous forme de pastilles au chocolat ou de petites gélules gingembrées, a comme le dawamesk et l'extrait gras des effets plus ou moins vigoureux et d'une nature très variée suivant le tempérament des individus et leur susceptibilité nerveuse. Il y a mieux, c'est que le résultat varie dans le même individu. Tantôt ce serait une gaieté immodérée et irrésistible, tantôt une sensation de bien-être et de plénitude de vie, d'autres fois un sommeil équivoque et traversé de rêves. Il existe cependant des phénomènes qui se reproduisent assez régulièrement, surtout chez les personnes d'un tempérament et d'une éducation analogue. Il y a une espèce d'unité dans la variété qui me permettra de rédiger sans trop de peine cette monographie de l'ivresse dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez apprécié les premiers éléments du paradis artificiel de Charles Baudelaire et que vous avez envie de connaître la suite. N'hésitez pas en tout cas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt.